Quand on regarde le rideau de fond de scène, on voit une grande composition avec une ligne d'horizon très basse, un ensemble de personnages formant deux couples, dans un style qui est un style de synthèse, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'expressivité plastique et chromatique de la période bleue, également le caractère très linéaire de la composition qui n'est pas sans rappeler cette période qu'on appelle la période ingresque, après 1917, donc après le cubisme, et puis les thématiques sont vraiment liées au surréalisme. Et on sait que très souvent les rideaux de fond de scène chez Picasso ont été l'occasion de bilans ou de synthèses sur les périodes parcourues précédemment. Cette composition et ces personnages, ils ont un rôle tout à fait intéressant. D'abord, on va les regarder pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire on a la dépouille du Minotaure en costume d'Arlequin. Il faudra expliquer d'ailleurs cet étrange accoutrement pour un Minotaure. Et puis cette dépouille, ce Minotaure, est soutenu par un être étrange, hybride, à l'image d'ailleurs du taureau, du Minotaure mi-animal, mi-taureau. Là, il s'agit d'un homme, plutôt d'un colosse, qui soutient, à moins qu'il ne le terrasse, qui soutient le Minotaure, et qui a une tête de rapace ainsi que de grandes ailes sombres. Et face à ce premier couple, il y a deux personnages assez étranges. Le premier, c'est un homme barbu, qui est assez sculptural, avec des lignes assez sculpturales, un avant-bras musculeux, qui tient dans sa main fermée une pierre qui a servi probablement à neutraliser et tuer le Minotaure. Et ce personnage barbu est curieusement habillé d'une dépouille de cheval écorché. Alors, il est probable d'ailleurs que le geste du poing serré soit lié à la symbolique de la République espagnole et du Front populaire. Auquel cas, on comprendrait que la gouache, le choix de la gouache ne soit pas totalement fortuit et qu'il soit lié quand même à la thématique des pièces de Romain Rolland, le pouvoir du peuple, le peuple allant vers la Bastille. Et puis, sur les épaules de ce personnage barbu assez énigmatique, un jeune adolescent, enfin celui qu'on appelle un adolescent ou un éphèbe dans les textes et les analyses. Et ce personnage, en fait, a les bras écartés. Ses bras écartés en signe de victoire, il porte une couronne de fleurs. Il est à l'opposé du personnage barbu, mais qui est tout en tension musculaire, prêt au combat encore, alors qu'ici, le cavalier semble totalement détendu, serein et calme. Et puis il y a ce très beau geste qui consiste à écarter les bras, une sorte d'arrêt sur image. Et on ne peut pas ne pas penser au personnage féminin d'Ercilly dans le tableau du peintre David, un grand tableau réalisé entre 1794 et 1799. Et Ercilly met fin au combat qui oppose les Sabins, au peuple auquel elle appartient, et les Romains qui ont capturé les Sabines pour en faire leur épouse. Donc il y a ce grand geste comme ça, très théâtral d'ailleurs, dont Alexandre Lenoir, qui était un des premiers conservateurs, celui du musée des monuments français, disait à propos du tableau de David, où trouvera-t-on un tableau qui exprime mieux que celui-ci l'immobilité succédant à un grand mouvement, ou plutôt l'inaction absolue, prenant la place d'une fureur égarée, accidentellement interrompue par les sentiments du cœur. Donc cette citation, elle date de 1810, mais on voit qu'elle peut tout à fait s'adapter formellement au rideau de fond de scène, à cette notion d'arrêt sur image, et peut-être plus encore dans le contenu. On va bien sûr en parler. Alors, qui sont les personnages? Difficile d'y répondre, mais il faudrait peut-être déjà reprendre le titre, La dépouille du Minotaure en costume d'Arlequin. Le Minotaure, on connaît l'histoire, c'est cet être contre nature, fruit de l'amour de Pasiphae, femme de Minos, du roi Minos, roi de Crète, pour un taureau blanc envoyé par Poséidon. Et cet être contre nature est enfermé dans un labyrinthe créé par Dédale, labyrinthe dans lequel il se terre, vit, et une fois par an, on va lui donner un sacrifice en pâture de jeunes hommes et des Athéniennes. Donc il sera tué plus tard par Thésée, conduit par le fils d'Ariane, qui n'est autre que, bien sûr, la fille de Pasiphae et du roi de Crète, Minos. Alors si l'on connaît bien l'histoire du Minotaure, on connaît moins celle de l'Arlequin. Et d'ailleurs, c'est très curieux de trouver des traces de l'Arlequin associées à celle du Minotaure.
Arlequin, on pense immédiatement à la commedia dell'arte, au monde du spectacle, etc. Mais avant toute chose, étymologiquement, Arlequin vient d'un mot du vieux français, Élequin. Et Élequin est en fait un démon qui habite les entrailles de l'enfer et qui est chargé de faire sortir les âmes tourmentées, semant la guerre et la terreur. Et il y a eu en Italie, dès le XIe siècle, une fusion entre Élequin, le démon habitant les entrailles de l'enfer, et le rite du carnaval. Si bien qu'on le trouve, dès le XIe siècle, en Lombardie notamment, on trouve des récits où Élequin, sorte d'avatar médiéval de Hermès, au fond, il va chercher les âmes des défunts et il les mêle à la fête du carnaval, en montrant ainsi le passage de la mort à la vie. Donc c'est une fusion entre la chasse sauvage et l'armée furieuse d'Élequin, et puis également la fête du carnaval. Ce qui permet de comprendre un peu mieux l'association entre le Minotaure et Arlequin et Élequin. En fait, ce sont deux êtres qui vivent dans les profondeurs. L'un, les profondeurs de l'enfer où séjournent les âmes tourmentées, c'est le cas d'Élequin, et le Minotaure habitant l'antre obscur d'un labyrinthe. Et l'association Élequin, ou plutôt Élequin, Arlequin, Minotaure, s'est faite dans les années 30. C'est pour ça que le rideau de fond de scène est une illustration parfaite. Dans les années 1920, c'est l'Arlequin en tant que thématique qui domine dans la production picturale de Picasso, y compris dans les rideaux de fond de scène. Et progressivement, le thème d'Arlequin va disparaître au profit, dans les années 30, de celui du Minotaure. Si bien qu'on a ici une fusion des deux, une sorte de passage entre Arlequin et Minotaure, que l'on pourrait titrer d'ailleurs La dépouille d'Arlequin habillant le Minotaure. En fait, c'est une sorte de passation. Arlequin est mort, vive le Minotaure. Si l'on veut en savoir davantage sur le reste des personnages, il faut regarder l'homme qui a une tête de rapace. Il fait penser au dieu Horus, le dieu des Égyptiens, qui conduirait dans le royaume des enfers le Minotaure. Mais on peut aussi penser soit à Joseph d'Arimathie, soit à Nicodème, qui sont ces deux personnages dans la tradition qui ont descendu de la croix le Christ. Dans l'iconographie chrétienne, l'un des deux passe souvent ses deux mains sous les aisselles du Christ. Autrement dit, le Minotaure, ou sa dépouille, pourrait être le corps du Christ descendu de la croix. De l'autre côté, l'autre couple, donc l'homme barbu et l'adolescent, mérite quelques explications. L'homme barbu me fait penser à Héraclès. Héraclès qui, dans une des épreuves, tue le lion de Némée et s'habille de sa dépouille. Donc là, la dépouille du cheval écorché fait penser à Héraclès, d'autant plus que dans la tradition iconographique, Héraclès est barbu, musculeux et barbu, prêt à affronter les différentes épreuves. Peut-être aussi se sert-il de la dépouille du cheval pour avancer déguisé vers le Minotaure. Dans ce cas-là, on pourrait imaginer que cette dépouille soit une sorte de cheval de Troie, par le pied duquel il avance vers le Minotaure. Et puis, il y a celui qu'on appelle le jeune adolescent ou l'éphèbe. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une figure androgyne, c'est-à-dire mi-homme, mi-femme. Dans la pure tradition du récit de Platon, dans le banquet, où il parle du mythe de l'androgyne, cet être double, à la fois mâle et femelle, qui, parce qu'il était plus puissant, était monté à l'assaut de l'Olympe, et puis Zeus l'a foudroyé, l'a coupé en deux, et ainsi, aujourd'hui, vit l'humanité, partagée, chacun cherchant sa moitié. Donc peut-être deux moitiés qui reconstituent un être androgyne dont il faudra bien sûr déterminer plus précisément l'identité. Pour en savoir encore davantage, il faut replonger dans le cycle de la Minotauromachie, cycle qui se situe chronologiquement entre 1933 et 1937, et d'où est issue finalement la gouache datée du 28 mai 1936. Minotauromachie, c'est la combinaison hybride. Alors, il y a beaucoup d'hybrides, il y a beaucoup d'hybridation. C'est quand même la combinaison de deux mots, un mot valise qui contient le mythe du Minotaure et le thème de la corrida, Minotauromachie. Et en 1927, tout commence par la rencontre de Picasso
qui a alors 46 ans, avec une très jeune femme, Marie-Thérèse Walter, qui a 17 ans. Très peu de temps après cette rencontre, le thème du Minotaure apparaît dans la peinture et dans la production plastique de Picasso. On le voit en train de regarder une jeune fille, ou bien la caressant, ou bien la violant. Quelques temps plus tard, on retrouve le Minotaure et Marie-Thérèse Walter devenue une jument qui est portée par le Minotaure victorieux, portée dans les bras. On sait qu'à l'été 1933 et en 1934, Picasso est revenu en Espagne, donc il a renoué avec l'habitude de voir des corridas. Et effectivement, dans sa production immédiate qui suit, on a une grande fréquence du thème de la corrida. Et le Minotaure, affronté à la jument qui est Marie-Thérèse Walter, se retrouve non pas dans le labyrinthe, mais dans l'arène. Et très très vite apparaît le thème de la femme torero. Femme torero qui est tuée sur le dos, emportée sur le dos du taureau. Taureau qui n'est autre que Picasso, il le dit à plusieurs reprises, le taureau c'est moi. Et puis il y a une photo assez incroyable d'Edward Quinn, dans laquelle on voit Picasso affublé d'une tête de taureau en osier. Donc il est évident que ce Minotaure et ce taureau, affrontés à Marie-Thérèse Walter, c'est Picasso. Et finalement, ce n'est pas très loin du mythe de l'enlèvement d'Europe, quand on voit la femme torero, cette femme sur le dos du taureau qui est Picasso. En 1935, Picasso dit, de cette époque-là, de cette année-là plus précisément, c'est la pire époque de ma vie. Alors que se passe-t-il en 1935 ? D'une part, Olga Koklova, qu'il a rencontrée dans les ballets russes de Diaghilev et dont il est séparé, réclame la moitié de sa production en guise de divorce. Marie-Thérèse Walter, la maîtresse officielle, est enceinte, va lui donner une fille. Elle s'appellera Maya. Et puis, de manière plus personnelle, Picasso traverse une crise plastique qui fait que pendant presque un an, il ne va pas peindre. Et donc, il va se réfugier dans l'écriture automatique, une écriture tourmentée dans laquelle on retrouve finalement ces personnages ici présents. Et en 1935-1936, le Minotaure réapparaît dans de très belles gravures, mais il est souvent bourreau et victime à la fois. Alors il est bourreau quand il poursuit une jeune fille, qui doit être Marie-Thérèse Walter, quand il poursuit un homme barbu, qu'on retrouve ici, et que Picasso appelle souvent le sculpteur, un être plus mature certainement, en témoignerait sa barbe. Et puis le Minotaure est victime parce qu'il est aveuglé. Il est aveugle et est souvent guidé par cette fille qui parfois d'ailleurs porte une couronne de fleurs. Et alors en mai 1936, date de la gouache, il y a un événement important, c'est Paul Éluard qui présente à Picasso Dora Maar. Dora Maar est une photographe très proche du parti d'extrême gauche, de contre-attaque notamment, et puis cette femme, elle est aussi proche des milieux surréalistes. Et la rencontre va être une rencontre amoureuse exceptionnelle avec Picasso. Et donc la gouache date de cette période-là. Et du coup, on a quasiment la solution à l'iconographie étrange des personnages que l'on a dans le rideau de fond de scène. C'est la mise à mort, à travers la dépouille du Minotaure, de la pulsion sexuelle. Mise à mort, même si la victoire ne paraît pas totale, puisque le personnage à tête d'aigle pourrait être la pulsion renaissante de ses cendres, à la fois plus puissante, et prenant le relais en quelque sorte du Minotaure mort. Le personnage barbu, c'est un double de Picasso, on l'a dit, le sculpteur, très souvent représenté contemplant son modèle, non dans l'action mais dans la contemplation, même s'il a pris une pierre et que son geste violent a permis de tuer le Minotaure. La dépouille du cheval écorché, on l'a vu dans la série Minotauromachie des années 30, c'est d'abord souvent une jument, il précise Picasso, et cette jument, c'est l'image de la pureté de Marie-Thérèse Walter. Donc elle est devenue une simple dépouille, prête à être abandonnée. Et à la place, en tant que cavalier, dans une scène proche du Picador, on a cet être androgyne. J'ai dit qu'il était androgyne parce qu'il est habillé d'un pull marin. Et ce pull marin blanc rayé de bleu, c'est le vêtement de prédilection que porte Picasso dans les années 30. Sauf que le profil n'est absolument pas celui de l'artiste, c'est celui de Dora Maar. Et donc on a une fusion étrange entre Dora Maar et Picasso qui fait de ce cavalier un être hybride, non mi-animal et mi-humain comme le Minotaure ou celui qui le supporte, mais 100% humain, mi-homme,
est mi-femme. Ces deux personnages, l'homme barbu et le cavalier, ont tué le Minotaure qui habitait le labyrinthe profond des pulsions sexuelles, aveugles et destructrices. Et une chose étonnante, mais tout à fait logique au fond, c'est que le Minotaure en tant qu'être et personnage à la production de Picasso va disparaître peu de temps après la rencontre avec Dora Maar. S'il s'imposait dans la rencontre avec Marie-Thérèse Walter, c'est parce que Marie-Thérèse Walter évoquait pour Picasso la jeunesse, la pureté et la virginité, alors que Dora Maar, elle, a un vécu. C'est une femme mature, sexuellement expérimentée, elle a été aussi la compagne de Georges Bataille, et donc elle a un chemin, elle a parcouru un chemin, et Picasso ne la voit plus dans un rapport d'animal incarnant la pulsion sexuelle à une sorte de vierge tout à fait pure. Et donc, ce qu'on peut se demander, c'est comment il a pu connecter dans le cycle la minotauromachie, la corrida et le mythe. Tout simplement, d'abord, en avançant l'histoire personnelle. L'histoire personnelle de la relation de Picasso avec les femmes est déguisée par la corrida et avance sous le masque de l'antique. Alors la corrida, on le sait, pour Picasso, était essentielle. Elle était un modèle, une sorte de parangon de tout ce qui est combat. Picasso n'imaginait pas l'art, la vie et la sexualité autrement que comme un combat. Et il lui semblait que la reine et la corrida étaient le lieu par excellence de la fusion des contraires. Réversibilité des rôles, où le torero bourreau peut se retrouver à tout moment victime, où ce même torero masculin est habillé de manière très coquette, avec des vêtements qui pourraient être connotés de manière plus féminine, où également Eros et Thanatos jouent de l'alliance de l'un par rapport à l'autre, le sexe et la mort dans une union fatale qui voit la mort du taureau. Et il faut préciser une chose importante, c'est qu'avant 1928, les chevaux dans les arènes n'avaient pas de caparasson, ces matelas de protection. Et donc Picasso en témoigne, il a vu à plusieurs reprises le taureau et sa corne phallique éventrer le cheval, que d'ailleurs Picasso considère d'abord et avant tout comme une jument, et détail sordide, mais relaté par Picasso, les entrailles du cheval jument se répandent sur le sol, sur le sable de l'arène. Et quand on regarde les gravures et dessins montrant cette action, la plaie sous le ventre de la jument a la forme d'une vulve et le taureau a ses cornes phalliques. Donc on voit très bien que c'est une union sexuelle que relate Picasso à travers ce thème. Et au fond, il existe même d'ailleurs un texte de nature surréaliste écrit par Picasso dans lequel il compare les entrailles de la jument se déversant sur le sable de l'arène à un rideau de Seine. Alors ça c'est extraordinaire parce qu'on imagine la chose, c'est que ce rideau de fond de Seine était masqué au tout début de la pièce de Romain Rolland, avant que celle-ci ne commence, par un grand rideau que l'on peut imaginer rouge et festonné. Ce rideau s'ouvre, s'écarte, les entrailles en quelque sorte s'écartent, et entre en scène le sacrificateur, l'homme barbu, aidé par le cavalier, qui vont mettre à mort l'alter ego monstrueux qui est le Minotaure. Et le recours au mythe s'explique de la même manière. Le mythe, pour Picasso, il est de culture méditerranéenne, donc c'est la mythologie grecque dont je parle. Le mythe est le lieu des contraires et de la métamorphose. Vous avez ce magnifique ouvrage d'Ovide, Les Métamorphoses, qu'avait d'ailleurs illustré en partie Picasso, qui montre comment les Grecs comprenaient la réalité comme une réalité complexe, subissant une perpétuelle métamorphose, une perpétuelle transformation. Et je pense que Picasso a considéré la création, sa création, comme le lieu des métamorphoses, où des formes sont tronquées, hybridées, recollées ensemble, recousues, métamorphosées pour former des monstres plastiques. Donc l'union entre la corrida et le mythe s'explique assez facilement par cette symbiose autour de la notion de métamorphose. Et il y a aussi un élément non négligeable, c'est la relation qu'il entretenait, amicale, qu'il entretenait avec l'ancien compagnon de Dora Maar, c'est-à-dire Georges Bataille. Georges Bataille est un surréaliste dissident qui a quitté le giron du groupe d'André Breton, qui s'est écarté de la pensée idéaliste pour fonder une revue, Document,
à laquelle il participe régulièrement sous forme d'articles. Et il y a un article fameux, celui de 1930, intitulé « Soleil pourri », dans lequel Georges Bataille compare, essaie d'expliquer la création chez Picasso par une ascension suivie d'une chute. Et pour étayer sa thèse, il invoque le culte de Mitra, ce dieu solaire qui, sacrifiant un taureau, permet la renaissance et à la vie de se perpétuer. Et ça, c'est intéressant parce que ce culte de Mitra est un culte méditerranéen très ancien, qui a sa source dans l'ancien royaume de Mésopotamie, qui est un culte religieux en mystère, réservé aux hommes, dont la nature conservatrice s'est opposée au christianisme. On sait qu'à un moment donné, les deux ont été non pas en concurrence, ont été contemporains l'un par rapport à l'autre. Et au fond, Picasso, qui s'identifiait au taureau, imaginait que ce sang versé au moment de la corrida, de la mise à mort du taureau, était un sang qui permettait de régénérer la vie. Donc il y a des très beaux textes de Georges Bataille, où finalement cette union des contraires, de la vie et de la mort, permet de comprendre qu'il faut un sacrifice rituel, il faut du sacrifice pour que des formes soient tuées ou des êtres soient tués au profit d'autres qui permettent par la même occasion de vivre. Il y a un très beau autre article de ce même Georges Bataille dans la revue Documents qui s'intitule « Hommage à Picasso ». Et dans cet article, Georges Bataille fait le rapprochement entre la crucifixion et le culte de Mitra, le sacrifice mitralique. Et c'est intéressant parce que le point, le nœud commun dans tout ça, c'est la notion de sacrifice rituel. C'est-à-dire qu'il considère, un peu comme Picasso, que Mitra est une préfiguration du Christ. Il est né, comme le Christ, un 25 décembre, il est né d'une vierge, et 3 jours après sa mort, il ressuscite. Donc une sorte de figure, de précurseur, en quelque sorte, du Christ. Et Picasso a mêlé tout cela, c'est-à-dire, au fond, la dépouille du Minotaure, c'est tout à la fois Élequin, Arlequin, le Minotaure, c'est-à-dire mi-homme, mi-animal, le torero, parce qu'il y a ce costume de lumière, et le sang qui s'écoule est aussi celui de la moulette à la cape rouge et vermillon qu'agite le torero face au taureau, mais aussi, on a dit, peut-être, le taureau du sacrifice, Mitra, et également le Christ. Et l'on pourrait, en continuant et en forçant un peu le trait, représenter, montrer, voir le Christ dans toutes ses figures, ou quasiment dans toutes. J'ai dit tout à l'heure que la dépouille du Minotaure était, cette sorte de S à l'envers, était semblable au Christ que l'on descendait de la croix dans l'iconographie chrétienne. On pourrait considérer que l'homme barbu, justement, est le Christ victorieux du mal, et le cavalier solaire et aérien serait un Christ en majesté. Donc il y a une dimension religieuse, pas au sens chrétien du terme, mais plutôt dans la notion plus générale de sacré. Au fond, le sacrifice est une ritualisation, et il y a cet ouvrage un peu plus tardif auquel je passe, c'est celui de René Girard, La violence et le sacré, où l'on voit comment ritualiser la violence permet le sacrifice, que celui-ci soit du Christ, du taureau, du culte de Mitra, ou bien dans l'art de manière plus personnelle chez Picasso. Et l'on comprend aussi, à terme, comment Romain Rolland pouvait, en regardant le rideau de fond de scène, identifier l'iconographie de ce même rideau à celle et au sujet de ses pièces de théâtre. C'est le combat du bien contre le mal. Tout à l'heure, j'évoquais le point serré, le point levé de l'homme barbu. Cet homme barbu incarne à coup sûr le pouvoir du peuple. Et le pouvoir du peuple, étymologiquement, en grec ancien, ça se dit démocratie. Donc au fond, l'homme barbu peut aussi représenter la vieille idée venant de Grèce antique, sur laquelle est jugée la jeune République, fille de la Révolution française, qui a un geste de victoire antique ou une liberté, proche de la liberté guidant le peuple, qui est là pour montrer les forces de la paix et les forces du peuple. Et aussi combattre les monstres qui s'annoncent dans la guerre civile espagnole. Car faut-il le rappeler, Guernica n'est que de 1 an, jour pour jour, postérieur à la réalisation du rideau de fond de scène. Et on voit tout ce que l'œuvre Guernica doit au monde du théâtre. La monumentalité dans le format, des figures tragiques, héroïques, de grande dimension, on retrouve beaucoup de choses. Et on comprend aussi
toute la complexité de l'iconographie du rideau de fond de scène avec une migration, hein, c'est-à-dire on est parti de la gouache datée du 28 mai 1936 où on sent les conflits personnels de l'artiste sous le masque de l'Antiquité et du déguisement des attributs et des atours de la corrida. Puis, en collaborant avec Romain Rolland, au fond, il passe du conflit personnel à l'histoire de la France, celle de la Révolution française qui illustre la pièce Le 14 juillet, mais aussi celle du Front populaire et aussi celle de la jeune République espagnole. Et puis, ça aboutit à Guernica, avec évidemment comme sujet la guerre civile proprement dite, mais le caractère, je veux dire, historique de la guerre civile de Guernica n'exclut pas pour Picasso une portée symbolique plus universelle qui est celle d'un perpétuel combat contre l'ennemi, quel qu'il soit.